Bonjour, Alain Durand, vous êtes le président de la Fédération départementale de chasse de Seine-Maritime, mais aussi le vice-président de la Fédération nationale des chasseurs. Et je tenais à vous avoir sur J'aime la chasse pour deux raisons. D'abord parce que vous avez ces responsabilités-là et qu'il est toujours bon d'écouter ceux qui sont en charge, mais j'ai cru aussi apprendre que vous alliez peut-être bientôt quitter toutes vos fonctions dans les structures fédérales. Donc je pense qu'il était important d'avoir avec vous un entretien qui pourrait faire un bilan et envisager des perspectives pour la chasse française. Bon, Bien, Président, bonjour et merci encore de nous bien, accorder un... bonjour. Bonjour, oui, effectivement, ce n'est pas peut-être, hein, je vais quitter dans quelques semaines mes fonctions à la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime après 25 ans d'activité. Et avant de partir, vous savez, pour un nouveau mandat, il faut faire le calcul de savoir à quel âge on le terminera. Et dans mon cas, je pense que ce ne serait pas raisonnable. Donc, je ne pars pas parce que ça va mal, je ne pars pas parce que je suis malade, je ne suis pas malade. Je pars parce qu'il y a un moment, il faut savoir arrêter, passer la main à d'autres personnes, et puis eh ben, c'est la vie qui continue, hein, donc il n'y a aucun problème. Et puis le fait après avec le jeu, ce qu'on appelle l'effet domino, hein, donc n'étant plus président de fédération départementale, je ne pourrais plus être le vice-président délégué de la FNC, je ne pourrais plus être le vice-président de la FAS au niveau européen à Bruxelles. Donc voilà, tous mes mandats s'arrêteront donc d'ici 3 ou 4 semaines à mon assemblée générale du 23 avril. Oui, j'avais oublié en vous présentant de préciser que vous aviez aussi des responsabilités au niveau européen avec la FAS. Président, comme vous l'avez dit, 25 ou 26 ans de responsabilité dans les structures fédérales de la chasse française. D'abord, attardons-nous au niveau départemental. La Seine-Maritime est un département de chasseurs, avec de nombreux chasseurs, à la fois avec un littoral maritime, donc des chasseurs de sauvagines, mais il y a aussi l'intérieur des terres, avec des chasseurs de plaine, petits et grands gibiers. Donc vous êtes vraiment un territoire de chasse. Vous avez dû pendant ces 25 ans, constater un certain nombre d'évolutions dans le domaine de la chasse dans votre département. Quel bilan pourriez-vous tirer de vos responsabilités au niveau départemental dans un premier temps? Au niveau départemental, un bilan, ça fait peut-être un peu présomptueux de dire que je pense qu'avec mon équipe, qu'il soit administrateur ou le personnel, parce que c'est pas le président tout seul qui travaille, c'est toute une équipe autour. Je pense que on a 25 années de travail et avec un bilan intéressant. La Fédération de Seine-Maritime a beaucoup innové pendant ces 25 ans. Notamment, on a pris quand même l'orientation assez rapide sur des métiers qui n'étaient pas forcément les nôtres, à savoir rentrer dans le système de la protection de l'environnement et dans j'allais dire le fameux mot qui est sur toutes les bouches aujourd'hui, la préservation de la biodiversité et des zones humides. Donc ça fait partie quelque chose de très positif au niveau de notre bilan, parce que nous nous sommes engagés très vite en plus de notre cœur de métier sur la gestion des espèces et des aménagements, les fonctions habituelles d'une fédération, nous avons su prendre depuis de nombreuses années ce virage. Nous avons créé des services, notamment pour la protection des zones humides chassées, la labellisation des territoires faune sauvage. Et aujourd'hui, on a dans le département beaucoup de propriétaires privés chasseurs qui font appel à nous pour mettre leur territoire en bon état de conservation par rapport à la biodiversité et puis aussi pour l'attrait de la faune sauvage. Ça fait partie du bilan. Ensuite, encore un des rares départements au nord de la France avec mes collègues encore un peu plus au nord où on s'attache toujours à essayer d'avoir des populations de petits gibiers de plaine, mais des populations issues de souches sauvages. C'est pas des lâchers du matin pour les tirer à midi. Hein. C'est tout un travail en amont sur l'aménagement du territoire, sur des lâchers d'oiseaux de souches sauvages en partenariat avec un collectif, notamment pour les perdrix et l'OFB, où là, nous, les oiseaux, nous les remettons sur le terrain pour l'adoption avec des couples qui n'ont pas eu de poussins. Nous les lâchons au mois de juillet-août pour qu'ils soient adoptés et qu'ensuite quelques chasses puissent être possibles à l'ouverture. Et je crois que là, je pense que la chasse devra
si elle veut continuer à pratiquer, notamment sur le petit gibier, à faire ce genre de choses et en plus à appliquer les plans de gestion, parce que demain, notamment si on parle de la perdrix, si les fédérations ou les territoires qui ne seront pas en plan de gestion auront du mal à faire valoir leurs prélèvements. Oui, là, vous avez abordé deux sujets extrêmement importants et vraiment d'actualité. La protection, le maintien de la biodiversité, et en particulier dans les zones humides. Je crois que vous aviez l'année dernière une très très belle action avec le pôle réseau, si je ne m'abuse. Dont J'aime la chasse s'était fait l'écho d'ailleurs. Vous avez aussi abordé le sujet du petit gibier naturel. Euh, je pense que c'est une des manières de sauver ce qu'est réellement la chasse pour qu'elle ne devienne pas uniquement régulation euh, en ce qui concerne le grand gibier. Et là, il est vrai que la Seine-Maritime est en pointe dans ce domaine-là, en particulier au travers des actions que vous menez en partenariat avec l'OFB. C'est à noter parce que ce partenariat n'est pas toujours évident aux yeux de tous. Mais c'est un partenariat avec l'OFB, mais surtout avec, sur les zones humides avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie, hein, puisque quand même nous avons des financements importants de cette agence qui nous permet d'avoir des personnels de haut niveau pour mener à bien les missions qui leur sont confiées. Vous disiez tout à l'heure vous étiez venu pour une opération pilote dans le cadre du pôle réseau. Je dois vous annoncer, là, c'est quasiment la dernière manifestation publique que je ferai dans quelques semaines, c'est que nous allons signer la première convention, pratiquement la première au niveau national, sur les fameuses obligations réelles environnementales entre le Conservatoire du littoral, la Fédération des chasseurs, une association et les propriétaires. Et ça, c'est une nouveauté parce que s'engager pour 25 ans dans des orientations obligations réelles environnementales, pour le propriétaire, c'est quand même une contrainte. Mais je veux dire, nous avons pu obtenir, après avoir négocié avec le conservatoire, c'est que ces zones-là où les propriétaires se sont engagés, si ces zones possèdent des installations de chasse, notamment de chasse au gabion, le conservatoire du littoral ne préemptera pas les territoires. C'est-à-dire que nous ne perdrons plus d'installations de chasse dans ce cas-là. Je pense que ça, c'est une nouveauté. Nous allons signer ça prochainement et ça met aussi à l'actif de notre fédération et de nos services techniques. Et puis, j'ai parlé de biodiversité. Je vais vous dire que nous avons été une des rares fédérations, même peut-être la seule, je ne sais pas, à avoir reçu de Madame Ségolène Royal, oui, ça remonte à quelques années, un diplôme pour l'engagement en faveur de la biodiversité. Je me souviens avoir reçu ce diplôme devant un parterre d'associations de protection de la nature. Je faisais un peu tâche, mais j'étais fier d'aller le chercher. Voilà. Bon, écoutez, si vous avez pu remettre à leur place quelques associations qui ne nous apprécient guère, j'en suis ravi et vous deviez boire du petit lait, j'imagine, Président. Voilà. Toutes ces actions, comme vous venez de le démontrer, elles ont des conséquences pratiques, puisque le conservatoire, par exemple, ne préemptera plus un certain nombre de zones, puisqu'il considère qu'elles seront suffisamment bien gérées pour cela. Ça a des conséquences immédiates pour la vie des chasseurs. Encore faut-il que les chasseurs et le grand public soient au courant. Et là aussi, la Fédération de Seine-Maritime est un petit peu en avance sur son temps, en tout cas par rapport à d'autres fédérations en matière de communication. Vous avez su entrer dans le monde moderne. Vous avez un site, vous avez une page Facebook, vous êtes vraiment entré dans le monde moderne. C'était une volonté de votre part? Oui, c'est une volonté. Et d'ailleurs, j'ai appris ça aussi à l'échelon national, puisqu'aujourd'hui, à l'échelon national, ça fait partie aussi des premiers objectifs de communiquer et d'expliquer, j'allais dire, à nos concitoyens ce qu'est la chasse, ce qu'elle apporte à la société, ce qu'elle apporte aux écosystèmes. Parce que rester dans notre forteresse, comme on a pu le faire pendant 25 ou 30 ans auparavant, c'est plus possible. La société a évolué, la société utilise des moyens nouveaux de communication. Il faut que les chasseurs rentrent dans cette modernité. Et vous l'avez dit, en Seine-Maritime, on a tous les outils, etc. On fait régulièrement, quasiment tous les jours, une information sur nos comptes et sur notre site, des informations diverses et variées qui peuvent intéresser le monde de la chasse. Et je pense quand même que là, on est, pas dire qu'on est les meilleurs, mais on est pas mal placé parce que les retours que nous avons avec nos techniciens qui suivent les personnes qui visionnent soit nos vidéos ou qui regardent notre site montrent quand même qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qui se passe à la Fédération de Seine-Maritime.
Bien, voilà pour le bilan, en tout cas, l'évocation de vos actions au niveau départemental. Mais vous avez aussi des responsabilités au niveau national. Depuis 2016, je crois, vous êtes vice-président délégué de la FNC. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez retenir de votre action pendant ces 6 années qui ont dû être bien remplies et bien denses, car la chasse n'a jamais été autant au cœur de l'actualité que ces 6 dernières années. Je vais vous reprendre un peu parce que je suis à la FNC depuis 2000. Pardon, pardon. Non, mais tout ça, c'est pour expliquer que j'ai un peu le recul, j'ai un peu l'histoire de la maison et de l'évolution de ce qui s'est passé, puisque j'ai assisté à la mise en place de la Fédération nationale des chasseurs, puisque avant c'était l'Union nationale des fédérations départementales. Donc, en 2001, à la création de la FNC, j'ai été administrateur pendant 3 ans. Ensuite, j'ai eu le poste de secrétaire général avec le président Charles-Henri de Ponchalon. Et puis, un jour, j'ai voulu prendre sa place. Alors, j'ai été battu aux élections. Je suis resté administrateur, donc j'ai été 3 ans au purgatoire. Bon, mais je n'ai aucune rancune. Je ne m'intéresse jamais trop à ce qui s'est passé. Je ne regarde pas trop dans le rétroviseur, sauf en voiture. Et ensuite, à partir de 2010, après ces 3 années uniquement administrateur, je suis redevenu président délégué avec Bernard Bodin, où j'ai fait 6 ans avec Bernard Bodin, et maintenant depuis 6 ans, depuis 2016, avec Willy. Donc j'ai connu quand même Willy Schran, Bernard Bodin, Charles-Henri de Ponchalon, et même j'ai fait ma première année avec le président Dayan. Donc voyez-vous, je connais un petit peu l'histoire de la maison, et donc j'ai pu suivre son évolution, notamment son évolution en termes de communication avec notre société. Les premières années où j'étais à la FNC, le budget de communication de la FNC, c'était peanuts. Hein. On s'intéressait pas à ça, on était suffisamment nombreux pour être soi-disant les plus forts. La société bougeait pas trop. Toutes les nouvelles associations que nous connaissons aujourd'hui n'existaient pas ou peu. La prise de conscience de nos citoyens sur le bien-être animal, sur la souffrance animale, ça n'existait pas. Et donc, il a fallu suivre toute cette évolution, s'adapter à cette société. Et aujourd'hui, nous devons, on en parlera peut-être tout à l'heure, voir au niveau des perspectives ce qu'il faut faire. Donc, j'ai suivi toute cette évolution, bien sûr structurelle avec la FNC, fonctionnement, mais ça c'est très technique, administratif. Mais ensuite, le suivi de toutes les modifications politiques. Alors, on peut dire du temps de Monsieur X, il se passait pas grand-chose, mais c'était pas pareil. Aujourd'hui, la présidence de Willy, être président de Fédération nationale de chasse aujourd'hui, c'est un job à temps plein. Et il faut avoir, je veux dire, faut avoir le cran pour supporter tout ce que l'on peut supporter à longueur de journée aujourd'hui par rapport à ceux qui ne nous aiment pas ou à ceux qui ne nous comprennent pas. Parce que on a surtout un gros besoin d'explication. Et je vois quand à titre personnel ou dans des petits groupes, etc., on s'adresse à des gens qui acceptent de vous écouter. Si les gens vous écoutent et si vous expliquez clairement ce que vous faites, à chaque fois, vous emportez les gens avec vous parce qu'ils ont une méconnaissance, une désinformation sur nos pratiques et ce qu'elle vraiment elle peut apporter à la société. Donc, si je comprends bien, ce que vous retenez d'abord et avant tout des dernières années passées à la FNC, c'est l'effort déployé par la Fédération nationale en termes de communication pour expliquer la chasse à nos concitoyens. Car comme vous l'avez fait remarquer, il y a un petit nombre d'opposants, très faible, mais il y a surtout un grand nombre de gens qui ne connaissent pas la chasse et qui Oui. sont prêts à gober n'importe quoi de la part de nos opposants. Et donc, le bilan que vous tirez de ces années à la FNC, l'évolution que vous avez pu constater, c'est ce besoin énorme de communication, c'est cela. Oui, oui. Et puis en plus, je vais dire, nous sommes une association peut-être forte en nombre d'adhérents, mais avant la dernière réforme de la chasse, les moyens financiers dont disposait la Fédération nationale étaient assez restreints. Avec la réforme et avec notamment le permis national,
et puis ensuite l'éco-contribution qui malheureusement est encore attaquée aujourd'hui par nos opposants, on verra le résultat, mais aujourd'hui la Fédération nationale a pu, avec des moyens financiers nouveaux et importants, se structurer, se mettre en ordre de marche pour répondre à toutes ces attaques qui viennent. À la Fédération nationale, je ne sais plus combien il y a de permanents, de salariés, mais de gens extrêmement compétents, puisqu'on a étoffé le service juridique, on a étoffé le service technique, on a étoffé le service qui s'occupe notamment de la gestion du petit gibier et du gibier d'eau. Le service communication n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Preuve toutes les campagnes publicitaires qui ont été faites, les interviews de Willy, etc. C'est quelque chose, c'est une grosse machine aujourd'hui qui est en place. Et heureusement que nous avons cette grosse machine FNC avec une compétence de notre personnel remarquable et avec, j'allais dire, un président qui est arrivé, je crois, au moment où il fallait qu'il arrive, parce que moi, je me souviens de l'arrivée de Willy au conseil d'administration, ça le fera peut-être rire s'il regarde cette vidéo. Tout le monde s'est dit, mais qui c'est celui-là là, qui ouvre tout le temps sa grande gueule là. Et déjà, le mot grande gueule, c'était certainement prémonitoire par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui sur certaines radios. Mais on a réussi à le connaître, on a réussi à l'apprivoiser, on a réussi surtout à l'apprécier. C'est le cas d'ailleurs de tous ceux qui ont la chance de le rencontrer et dont je fais partie. Euh, Maintenant, si nous abordions un petit peu les perspectives, Président, euh, les étapes que vous avez décrites sont évidemment importantes. Elles sont d'ailleurs pour certaines encore en cours. Mais quelles seraient les perspectives que vous pourriez envisager pour que la chasse française continue à s'expliquer et à se faire comprendre et à exister donc. On vient déjà de traiter le sujet de la communication, et celui-là, il faut continuer à le développer, à mettre les moyens dessus pour qu'on arrive vraiment à parler à nos concitoyens. Il faut aujourd'hui rentrer dans un système de trouver le moyen de faire accepter la chasse par nos concitoyens. Alors, la faire accepter, j'allais dire, c'est montrer une image correcte, avoir des pratiques qui ne soient pas attaquables, et ensuite, je vais dire, avoir aussi un nombre de chasseurs quand même qui soit important, parce que Willy peut être le général de l'armée chasseur, s'il n'y a pas de soldats derrière, ça n'ira pas bien loin. Et je constate aujourd'hui quand même que suite aux efforts qui ont été faits par la Fédération nationale sur la consommation, on ressent aujourd'hui, même dans nos fédérations départementales, une augmentation importante du nombre de personnes qui souhaitent passer le permis de chasser. Pour exemple, 2020, c'est le maritime, j'avais 350 jeunes qui passaient le permis. 2019 plutôt, 2020, 370. L'année dernière, 510. Et cette année, ça monte encore. Ça veut dire que là, il y a des gens qui commencent à comprendre, suite aux informations que nous avons données, que la chasse n'est pas un truc ringard, que la chasse est pratiquée par toutes les structures socio-professionnelles qui disent que ce n'est pas une activité de riches, c'est toute la société, tous les gens, de l'ouvrier au PDG, tout le monde chasse. C'est un lieu de convivialité, de partage, et aussi, j'allais dire, c'est encore un lieu où les valeurs se respectent et où il y a encore certaines valeurs et un art de vivre. Donc, je pense que si on développe ça, c'est-à-dire ce phénomène d'acceptabilité de notre activité par la société actuelle, je pense que là, on aura gagné la partie, mais la partie va être dure. La partie va être dure parce que nous avons en face de nous, même s'ils sont peu nombreux, des gens qui, je crois, outrepassent le statut de leurs associations, qu'ils protègent les oiseaux, qu'ils protègent les espèces sauvages, je veux bien, mais aujourd'hui, l'objectif, il est clair, c'est de supprimer la chasse. Et ça, on ne peut pas le tolérer. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la FNC met en place un certain nombre de procédures et d'actions pour que cela cesse. Si on vivait dans un monde, j'allais dire, un peu plus raisonnable, vous vous rendez compte, imaginons demain, on peut rêver, imaginons demain que les associations de protection de la nature s'occupent de la protection de l'environnement avec nous, puisque nous sommes agréés. Vous ne voyez pas le lobby que cela ferait ? Protecteurs de la nature, chasseurs, pêcheurs, tous ensemble, sur un seul objectif,
protéger les espèces, protéger la nature, mais en acceptant que les pêcheurs attrapent des poissons et que le chasseur tue quelques animaux au niveau de sa pratique, dans le respect de la gestion durable, etc. On a le discours, on a tout ce qu'il faut, mais c'est la volonté des hommes. Oui, alors là, tout à fait, on peut rêver en effet, et comme vous l'avez souligné, Président, la majorité des gens qui nous attaquent ne sont pas là pour protéger les espèces ou l'environnement, mais pour détruire la chasse et par là même détruire un mode de vie et une certaine forme de civilisation. Nous sommes à mon avis, dans un combat de civilisation avec ces gens-là. C'est pour cela qu'il est important, à mon avis, de ne rien lâcher. Euh, on a vu avec vous que bon, l'effort était de faire comprendre la chasse à la grande majorité de nos concitoyens. Euh, N'y a-t-il pas aussi en interne, au monde de la chasse, des dossiers importants? Vous êtes un département du littoral, donc avec beaucoup de chasseurs de gibier d'eau, de sauvageons. Euh, J'entends sur les réseaux sociaux beaucoup d'entre eux se considérer comme un petit peu les oubliés, les sacrifiés des réformes de la chasse, de l'évolution de la chasse. Est-ce que c'est un sentiment que vous comprenez, que vous partagez peut-être, et comment pourrait-on faire pour les rassurer? Oui, je partage leurs sentiments, mais ceci dit, moyennement, parce que je ne suis pas chasseur de gibier d'eau ni d'oiseaux migrateurs, et j'ai passé sur mes 25 ans de maison, je ne vais pas dire la quasi-totalité de mon temps, mais énormément de temps à défendre cette association, notamment chez nous, qui est une des plus grandes associations sur le domaine public maritime, pour défendre leur activité et leur passion. C'est quelque chose de délicat parce que les chasseurs pensent qu'en s'adressant au président de la Fédé ou au président national, ils vont régler tous leurs problèmes. Sauf que la chasse des migrateurs, elle ne dépend pas de nous, elle dépend du ministère et le ministère français dépend aussi des directives européennes. Donc c'est une chasse qui est assez compliquée à défendre. Néanmoins, il faut absolument soutenir ces personnes-là parce que c'est quand même une chasse, je vais dire, populaire. C'est une chasse qui s'exerce, j'allais dire, avec une passion attendre les oiseaux toute une nuit, attendre 2 nuits, attendre 3 nuits, j'allais dire, c'est quasiment un sacerdoce. En plus, la préparation du territoire, piquer ses aplats, etc. Vous savez, l'autre jour, on me demandait quel était mon meilleur souvenir et mon mauvais souvenir de toutes ces activités-là. Le mauvais souvenir, je vais passer très vite, c'est un accident de chasse mortel dans mon département. Mais un de mes meilleurs souvenirs, ça a été la première année de ma présidence. On m'avait dit, fais attention, les chasseurs de gibier d'eau, c'est quand même des gars un peu spéciaux, hein, parfois un peu violents. Bon, voilà, il faut faire attention avec eux. Je suis allé sur le territoire, ils n'étaient pas prévenus. Je suis allé sur le territoire un jour où ils chassaient, je pense que c'était un jour d'ouverture. J'ai vu arriver, on m'avait dit, mais pas un costume, hein, parce qu'on ne sait jamais, tu pourrais prendre des œufs. Et je suis arrivé, et j'ai vu 2, 3 garçons, 2, 3 chasseurs arriver, fusil et en bandoulière, face à moi, avec les waders et tout. Je me suis dit, attention, attention, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, savez-vous ce qui s'est passé? Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, on compte sur vous, et ils m'ont donné les canards qu'ils avaient tués durant la nuit. À partir de ce jour-là, je n'ai cessé de les défendre. Voilà. Je vous comprends. Je ne suis pas moi-même originaire des régions qui ont beaucoup de chasseurs de gibier d'eau. Je ne suis pas sur le littoral atlantique, mais j'ai pu rencontrer des huttiers, ceux de la baie de Somme, qui sont exactement comme vous venez de les décrire, des jeunes passionnés, parfois un peu rudes, mais bon, je suis rugbyman, donc ça ne pose pas de problème, et je les comprends tout à fait, et j'aime beaucoup la passion qu'ils ont, une passion parfois dévorante, et ils sont absolument à défendre, à mon avis, car sans eux, la chasse perdrait beaucoup, beaucoup, Ah beaucoup. oui, oui. Non, mais c'est un monde très attachant en plus, hein, je vous jure. Moi, je les apprécie beaucoup. Et puis, bon, je pense que ils me le rendent bien parce que depuis 25 ans, nous n'avons jamais eu d'incident avec eux. Au contraire, le partenariat avec ces associations-là, la fédération le fait à 100%. Il y a aucun problème. Donc, je vais donc quitter
tous ces gens que j'aime bien, que ce soit le petit gibier, le grand gibier, le gibier d'eau, etc. Mais bon, la vie, la page se tourne, voilà, mais je ne vais pas quitter le monde cinégétique, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais la Fédération nationale et Willy surtout m'ont fait nommer au Conseil économique et social environnemental, où sur cette grande assemblée de la République, nous ne sommes que 2 chasseurs, mais peu importe, avec la parité, je siège avec une collègue du département de l'Eure, et donc je vais continuer, si Dieu le veut, hein, pendant encore quelques années, à représenter la chasse au sein de cette institution, où nous côtoyons beaucoup de gens, beaucoup d'associations environnementalistes, syndicats, agriculteurs, etc. C'est passionnant et je pense que ça permet, dans certains débats qui aujourd'hui n'ont rien à voir avec la chasse, hein, puisque j'y suis quand même déjà depuis presque 1 an maintenant, d'apporter un peu de bon sens rural dans des discours parfois parisiens un peu nébuleux. Voilà. Très bien. Un dernier point que je voulais aborder, et c'est lié aux chasseurs de gibier d'eau. J'ai vu un échange récemment sur les réseaux sociaux entre un chasseur de gibier d'eau passionné du Sud-Ouest et Willy. L'un disait: je signerai la pétition quand le dossier des oies aura avancé. Parlons de la pétition. Elle a décollé. Nous sommes à 45 000 signatures. Je crois qu'il y a un effort à faire. Il y a 1 million de chasseurs en France. D'autres sont concernés, les pêcheurs, les cavaliers, les agriculteurs. J'ai noté avec plaisir que la FNSEA relayait et appelait ses adhérents à signer la pétition. Ça, c'est quelque chose qui est à noter vraiment. Les forestiers aussi. Les forestiers aussi. Que pourriez-vous dire pour encourager les chasseurs à signer cette pétition? Cette pétition, d'abord, il faut voir qui l'a menée. C'est quand même notre président national, Willy Schran, qui l'a menée. Et j'allais dire, ne pas aboutir à nos 100 000 signatures, ce serait vraiment ce serait vraiment catastrophique pour lui. Donc moi, ce que je demande aux gens, c'est pas compliqué. Moi, je lis aussi sur les réseaux des bonnes excuses, mais qui sont de fausses excuses. On ne peut pas, on ne sait pas, c'est trop long, on va pas donner notre code confidentiel, on va être fliqué, etc. Mais on est fliqué 24 heures sur 24. Avec le site sur lequel on s'inscrit avec son numéro de feuille d'impôt, il est sécurisé. Mais il ne faudra pas venir pleurer après. Aujourd'hui, on a une occasion énorme de faire valoir nos droits, notamment par rapport à ces associations qui sans cesse nous attaquent, qui vivent avec des fonds publics et qui peut-être, j'allais dire, ne sont pas destinés aux attaques qu'ils font vers nous. Il faut absolument qu'on ait ces 100 000 signatures. On est à 44 et quelques mille. On a encore 2 mois et demi. Bon, je pense qu'il faut le faire. Alors, je pense que les fédérations doivent aussi peut-être se mettre en ordre marche, de peut-être proposer dans leur bureau, pendant quelques heures par jour, une aide technique à ces personnes un peu plus âgées que les autres. Mais là aussi, je dis c'est un faux problème parce que moi, je ne suis pas tout jeune. Même si je ne sais pas me servir parfois de l'ordinateur, mais je fais appel à mes enfants ou à mes petits-enfants et ça marche très bien. Donc, il n'y a aucun problème. Il faut absolument qu'on ait ces 100 000 signatures. Et là, le Sénat ira mettre son nez un petit peu dans les comptes de ces associations. Président, un grand merci à la fois du bilan, des perspectives, et puis de ce coup de booster qu'il faut absolument donner à la pétition. Nous nous en faisons l'écho presque 3 fois par Ah semaine. oui, oui. J'aime la chasse. Nous On va y appelons à la arriver. mobilisation. On va Il y est, il est arriver. important. Il est On va y important d'y arriver. arriver. Et les excuses, comme vous l'avez souligné, sont souvent des fausses excuses et des alibis pour peut-être une incompréhension et peut-être aussi une mauvaise prise en compte des enjeux. C'est important Absolument. de le dire. Absolument. Euh, les enjeux sont importants. Cette pétition, si elle atteint les 100 000 signatures, aura des conséquences et des conséquences a priori favorables pour nous, chasseurs. Donc je pense Bien qu'il sûr. est important, voilà, d'en faire la promotion. Président, encore une fois, un grand merci d'avoir pris du temps. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, d'abord au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, et puis surtout dans votre vie personnelle et dans votre vie Oui, de chasseur.